Alors cette formation est vraiment une formation destinée à vous apprendre comment faire. Donc si vous sortez, vous ne savez pas comment faire, dites-le moi, dites-moi comment peut-être vous voudrez avoir, mais je pense réellement que ceci est assez pratique, sauf la première présentation d'aujourd'hui qui va surtout parler des risques du cancer de la prostate. Tout le reste est très pratique. Donc, bon, pour la sexualité, on va quand même être prude. Donc on va pas, mais on va quand même vous dire quelles sont les hormones, qui peuvent réellement fonctionner et à quel point ça peut fonctionner aussi bien chez la femme que chez l'homme. Et je pense que la deuxième présentation sera très importante, peut-être la plus importante de la journée, dans le sens où nous avons fait une enquête auprès de nos patients, quelle est votre plainte principale, et c'est vraiment la fatigue qui sort en numéro 1. Et maintenant, on parle plus de burn-out, mais c'est un peu la même chose. Ah oui, avec l'âge, la testostérone diminue, et c'est surtout la testostérone biodisponible, c'est celle qui rentre dans les cellules. Quand vous voyez ici cette testostérone biodisponible, donc moi je suis ici un peu dans la soixantaine et vous voyez qu'au moins environ 45% sont vraiment dans des valeurs pathologiques. Moi je dirais même 100% parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs qu'on a à l'âge de 20 à 29 ans. Mais donc même par les académiciens très traditionnistes, ils acceptent qu'en effet il y a vraiment un problème avec l'âge, il y a un manque de testostérone. Alors, quels sont les risques de taux élevés en testostérone? Est-ce que ça peut provoquer chez des hommes en bonne santé, est-ce que ça peut provoquer le cancer de la prostate? Alors, la toute grande majorité des études montrent en fait que vous allez avoir sur un site web tous ces références scientifiques gratuitement, 25 pages de références, dont un peu moins qu'une page montre qu'il y a que la testostérone pourrait provoquer le cancer de la prostate, mais les 24 autres pages montrent au contraire qu'elle est soit protectrice, soit neutre. Et je dirais presque la majorité des études montrent même des effets plutôt protecteurs. Donc c'est une partie de cette bibliographie qui sera sur Internet. Les taux de testostérone bas sont associés avec un cancer de prostate augmenté. Les taux de testostérone bas sont retrouvés chez les cancéreux de la prostate par rapport à des personnes du même âge qui n'ont pas de cancer de la prostate. C'est rare. Dans le taux de testostérone libre dans les urines diminue avec l'âge, et alors il y a une augmentation de l'incidence d'un cancer de la prostate qui est parallèle. Donc vous voyez ici, on est vraiment une abondance. Les taux de dihydrotestérone bas dans le sang sont liés à plus de cancer de la prostate, etc., etc. Là aussi, c'est très important de savoir que les cancers de la prostate très agressifs, il y a très peu de cancers de la prostate qui sont agressifs et qui peuvent tuer la personne. En général, ils sont plutôt assez dormants, eh bien, sont liés avec le testostérone bas. Et ça, c'est vraiment une donnée générale. Plus bas sont les taux de testostérone, plus il y a risque de cancer de la prostate agressif. Donc, vraiment dangereux. Et donc, voilà, il y a une abondance, hein, je ne prends que quelques pages, des 25 pages où vous avez ces données. Alors, quels sont les risques d'avoir une hypertrophie de la prostate bénigne avec la thérapie à la testostérone? En général, c'est exactement l'inverse. Vous avez en fait, et c'est quelque chose qui existait déjà dans les années 40. J'ai des études et même un livre là-dessus sur la testostérone qui relate les études qu'ils faisaient à ce moment-là et qui montraient que chaque fois qu'on a une hypertrophie bénigne de la prostate, en général, il y a une amélioration, il y a une diminution des symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate avec la prise de testostérone. Hein. Vous avez un peu ces études, etc. Donc, c'est très rassurant. Maintenant, je dois quand même vous dire que la testostérone peut se transformer en œstradiol, et plus hauts sont les taux d'œstradiol, plus vous avez un cancer bénigne de la prostate. Alors, chez qui on aura un problème, pas de cancer de la prostate, mais oui, surtout d'hypertrophie bénigne de la prostate,
qui a ce risque-là? Eh bien, ce sont les hommes qui ont déjà une tendance à avoir des seins, qui ont très peu de pilosité, donc ils ont tendance à transformer la testostérone en œstrogène. Donc, il faudrait quand même toujours contrôler le taux d'œstrogène quand vous avez une personne qui commence à faire une hypertrophie bénigne de la prostate, parce que cette hypertrophie de la prostate est totalement réversible. Enfin, chez la majorité, réversible. Hein. Peut-être si vous avez une grosse prostate à 90 millilitres alors que ça devrait être 25 millilitres, là, c'est peut-être difficile d'inverser tout. Mais en général, on a quand même une diminution de 20 à 40% en disant les 6 mois, en donnant de la testostérone, mais surtout en donnant des suppositoires de progestérone qui diminuent le taux d'œstrogène local. Alors, quels sont... donc, oui, ça, j'étais en arrière, là. Alors, quels sont les risques de faire un cancer de la prostate à cause de la testostérone chez les hommes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de maladie particulière? Eh bien, donc des études ont été faites et on revient, ici c'est une étude qui revoit un peu la littérature. Et en fait, dans cette étude en 2004, ce qu'on disait déjà, maintenant on est beaucoup plus net sur ce point de vue-là, c'est que on ne connaît pas vraiment le risque de donner de la testostérone sur le cancer de la prostate. Mais que ce qu'on constate, en fait, hein, quand on voit les études, c'est qu'apparemment, on ne voit pas d'augmentation du risque. Mais comme il n'y avait pas encore tellement d'études, on se disait, bon, on doit quand même encore faire attention. Donc, vous avez vu toute une série d'études et on ne voit aucun risque de plus de faire un cancer de la prostate. Et donc, la conclusion maintenant est qu'il n'y a pas de données pouvant faire soupçonner que la thérapie de la testostérone augmente le cancer de la prostate, augmente les symptômes au moins de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et alors, quels sont les risques lorsqu'on donne de la testostérone chez les hommes qui ont déjà un cancer de la prostate, hein? Il y a, je crois, 21 études maintenant là-dessus, hein? Je vais déjà vous dire, lâchez le morceau. Il n'y a pas d'augmentation du risque de refaire une récidive. Il y a même une étude qui montre que ceux qui reçoivent la testostérone ont 4 fois moins de risque de faire une récidive de la cancer de la prostate s'ils reçoivent la testostérone après un cancer de la prostate. Mais on a aussi des études chez des personnes qui ont un cancer de la prostate. Et on ne leur fait rien d'autre que donner la testostérone. Là aussi, il n'y a pas de problème. Et je vais un peu vous montrer ces études, parce qu'elles sont très importantes. Donc ici, ceci est une étude, je crois, de Kaplan. Et en fait, c'est une revue de la littérature. Et en fait, on ne voit pas avec des personnes qui ont un cancer de la prostate, qui ont été, disons, on ne voit pas d'augmentation du risque de problème. Et on arrive à des taux en moyen de 664, ce qui est proche de la moyenne chez l'homme jeune. Et la plupart des autres études sont un peu plus basses, mais vous voyez qu'elles sont pratiquement toutes au-dessus des 420 nanogrammes par décilitre. Ici, en Belgique, on fonctionne par picogramme, donc ce serait 4200 picogrammes par millilitre. Et vous allez voir que c'est très important, ce chiffre de 4000. C'est une limite. C'est au moins avoir ce taux-là, pour être plus protégé même du cancer de la prostate. Et donc, vous voyez aussi que ce que les études ont montré, c'est que lorsqu'on donne la testostérone, la PSA augmente au début, d'une atrophie à une eutrophie, mais pas à une hypertrophie. Donc, en général, plus grand est le volume de la prostate, plus la PSA augmente, et on sait que dans le cancer de la prostate, elle augmente assez fortement. Et vous voyez que plus le haut est le taux de testostérone, on arrive à un certain plafonnement. On n'augmente plus vraiment la PSA. Ceci est une PSA qui sont en dessous de 1. Donc là, quand vous faites la plupart des hommes, lorsqu'ils font leur prostate ici, la PSA, ils ont un chiffre entre 0,5 et 2. Et bien donc, ici, on est ici en dessous et on n'a pas de problème. On voit encore ici une autre étude qui vérifie la thérapie de la testostérone chez les hommes qui ont en fait un cancer de la prostate, qu'ils soient traités ou pas traités, 82 hommes qui ont une carence en testostérone en même temps aussi. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, ceux qui ont eu une
prostatectomie radicale, donc on a enlevé toute la prostate, on voit qu'on augmente la PSA. Mais vous devez regarder les chiffres qu'on a ici. On a une PSA en fait pratiquement indétectible et elle devient un tout petit peu détectible avec un test vraiment de haute spécificité que très peu de labos ont. Donc normalement, la moyenne ici dans l'auditoire, c'est 1, 1,5. Eh bien, on est à du 0,07 maximum. Donc, on n'augmente pas vraiment de façon très, très nette. On voit une augmentation parce qu'on joue dans des chiffres extrêmement bas, de l'ordre du millième du nanogramme par millilitre. Alors, ceux qui ont un cancer de la prostate, on s'en fout, on dit que ce n'est pas très agressif, donc on le laisse aller. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que la PSA n'augmente pas vraiment. Elle diminue, puis elle augmente et diminue. On n'a pas d'augmentation de la PSA. Évidemment, on a une PSA beaucoup plus élevée. On a une PSA ici à 4. Oula, qu'est-ce qui se passe là? On a une PSA ici à 4, puis elle arrive à 6, 5. Et puis ça sont déjà des chiffres, on est un peu plus habitué dans le cancer de la prostate, puis on arrive à 2,5. Donc ça fluctue, on est assez tranquille. On ne risque pas de problème, et ça c'est une donnée générale. Donc ici, vous avez ces hommes, un peu les données en détail. On voit qu'aucun des patients, mais absolument aucun sur les 82, ont augmenté leur score Gleason, qui est un score de l'intensité du cancer ou pas de cancer, mais donc aucune augmentation. On n'a aucun qui a dû avoir un traitement. Donc, ce sont des patients qui ne sont pas traités pour le cancer. Aucun n'a dû avoir un traitement comme la radiothérapie ou la chimiothérapie ou l'enlèvement, l'ablation de la prostate. Parce que, comme il n'y avait pas d'aggravation, on a laissé. Et ça sur quand même plus de 3 ans. Et aucune personne n'a eu une récidive. En tous les cas, ceux qui ont eu une prostatectomie totale, là, puisque tout le tissu est enlevé, on ne doit pas craindre grand-chose, ou ce qui était sur surveillance active. Par contre, je crois qu'il y avait une récidive dans le groupe qui recevait de la radiothérapie, qui, quelque part, peut aussi être mutagène. Donc, la conclusion, c'est que la testosterone est vraiment un traitement prudent et qui n'aggraverait pas la situation. Ici, c'est une étude bien plus grande. On a vu 149 354 hommes diagnostiqués pour cancer de la prostate. De cela, on a retrouvé qu'une fraction un peu moins d'1% recevait de la testostérone après avoir un cancer de la prostate, quel que soit le traitement ou le non-traitement. Et donc, on a ici 1181 hommes qui ont reçu. Et bien de cela, on n'a pas eu, de ce grand groupe, on n'a pas eu d'augmentation de la mortalité par cancer ou aussi de la mortalité globale. Donc, aussi une donnée très rassurante. Et maintenant, pour comprendre les autres études, il faut savoir que les cancers de la prostate considérés à risque disons, bas, sont en général ont un diagnostic d'une PSA en dessous de 10 et qui est leur score de Gleason, qu'on verra un peu plus loin pour l'explication. C'est un score qui va jusqu'à 10, que le score est en général égal ou moins que 6. Et qu'on a un stade débutant de cancer de la prostate. Ce qui est risque intermédiaire comme cancer, donc aussi de se propager, de se métastaser, donc de pouvoir tuer la personne, c'est lorsque la PSA est entre 10 et 20 et le Gleason score atteint les 7 et on a au moins un stade, pas plus le T1, mais le T2B, on verra aussi ce que ça veut dire exactement. Et le risque élevé de faire un cancer de la prostate, on a une PSA alors à ce moment-là qui est égale au plus que 20 nanogrammes par millilitre et on a un Gleason score qui est égal à 8 ou plus avec des stades plus avancés. Donc ça c'est pour les cancers à ORS. Donc en fait vous devez surtout vous inquiéter quand vraiment le patient a un score plus de 20 ou entre 10 et 20 de PSA.
et que de façon constante, hein, parce que si on fait une infection, ça peut être jusqu'à 30 ou 35. Donc c'est vraiment des résultats répétés. Vous devez vous en faire, et si on a ces stades et les scores Gleason de ce niveau. Alors ça, c'est le score de Gleason. Donc, chez les hommes jeunes adultes, en général, ce qu'on rencontre, c'est des petites glandes uniformes en bonne santé. Alors, lorsqu'il y a plus d'espace entre les glandes, ça commence à être légèrement louche, mais on ne doit pas trop s'inquiéter. Et puis, lorsqu'il y a vraiment une infiltration de cellules, surtout inflammatoires, entre les glandes, ou peut-être déjà cancéreuses, à ce moment-là, on doit un peu s'inquiéter. Et alors ici, on perd la structure assez fortement au stade 4 et 5. Maintenant, je vous ai dit que le score de Gleason va jusqu'à 10 parce qu'on prend 2 biopsies et on additionne les 2 biopsies. Donc, si vous avez 2 fois 4, ça fait 8. Hein? Alors, quels sont les stades là, de cancer de la prostate? Eh bien, on a le stade 1 qui est vraiment très local, le stade 2 qui va dans à plusieurs endroits, je crois dans les 2 lobes, et puis le stade 3 qui commence à être beaucoup plus agressif, et le stade 4, là, on est dans l'invasion des régions locales ou dans les ganglions. Et donc, vous voyez un peu, ça c'est un peu des tumeurs. Le stade T3, c'est vraiment une tumeur déjà qui sort de la prostate. Le T2 est encore localisé, mais devient assez grand, et le T1 est tout petit. C'est juste un petit endroit de la prostate. Et on voit ces différents stades entre le TA2, c'est le stade T2A. Ça, la tumeur est encore sur une moitié de la prostate, dans un des lobes. Dans le T2B, ça dépasse un peu, et là, on est clairement dans les 2 lobes de la prostate, dans le T2C. Mais on n'est pas encore dans l'invasion des tissus environnants. Alors, par exemple, vous avez ici une étude avec des injections de testostérone, typiquement le Nibido, 1000 mg qu'on donne tous les 2 mois, mais souvent dans la littérature, on propose 3 mois, mais ça ne marche pas. Après, alors, ils ont 1 mois, ils ont trop peu. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas avec ce traitement, chez des personnes qui ont eu localement une sonde qui parvient à donner une radiation locale pour éteindre le cancer, on n'a pas eu de récidive de la prostate, ni de progression sous ce traitement, et peut-être bien grâce à la testostérone. Alors ici, c'est un autre, on donne aussi des traitements de testostérone qui sont variables, donc pas seulement des injections, c'est souvent du transdermal alors. Et on voit aussi, après 4 ans et demi de suivi moyen, aussi avec la brachythérapie, donc la radiation locale, on voit ces 31 hommes, il n'y a pas de récidive de plus, ni de progression. Ici encore une étude, là on a fait une radiation externe vraiment locale et on a traité, et puis on a donné la testostérone pendant 3 ans et demi pratiquement. Eh bien ici aussi pas de récidive de cancer ou de progression du cancer de la prostate. Donc vraiment ceux qui ont un cancer peuvent recevoir de la testostérone. C'est vraiment le message. Ici encore, avec deux patients qui ont eu des traitements variés, soit local à l'intérieur, ou radiothérapie locale ou radiothérapie externe, et en fait, non plus pas de récidive de plus, ni de progression. Malgré les taux de testostérone, là on arrive à 368, ce qui est d'ailleurs un tout petit peu trop bas. Vous allez voir plus tard pourquoi. Parce qu'en fait, vous ne devez pas seulement faire que votre patient n'ait pas plus de risques. Vous devez diminuer le risque par la testostérone. Et donc, il faut des taux plus élevés. Alors ça, c'est une des études qui montre on avait 4 fois moins de récidives de cancer de la prostate dans ce groupe d'hommes où en fait c'est 152, c'est pas 15 000, c'est 152 hommes manquant de testostérone qui avaient un taux moyen de 261 nanogrammes par décilitre
et on a augmenté ce taux, et 4 fois moins de récidive, quoi. C'est chez les hommes qui n'ont plus de prostate, on a tout enlevé. Donc ça serait peut-être le traitement idéal, on enlève la prostate et on donne de la testostérone. Là, elle est très protectrice. Malgré qu'elle va très légèrement augmenter la PSA, mais encore, ça restera dans le taux bas. Alors, c'est quoi un récepteur aux androgènes? Un récepteur consiste en 4 parties. C'est une partie qui va lier la testostérone. Il a une partie qui va lier l'ADN. Et puis, il a un petit bout qui complète la molécule. Et en fait, normalement, la testostérone est liée, transportée dans le sang par la SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, puis elle va diffuser et rentrer dans les cellules, elle va se libérer un peu de cette SHBG, une partie en tout cas, et elle va rentrer dans la cellule, et elle va se lier dans le cytoplasme avec le récepteur aux androgènes, et elle va rentrer à l'intérieur du nucléus, et là, elle va se mettre avec sa partie qui peut lier l'ADN, et elle va en fait stimuler la formation de toutes sortes de molécules, comme la PSA et d'autres molécules. Et il existe un traitement qui semble augmenter en vogue, c'est que lorsqu'on fait une castration de cancer de la prostate, c'est apparemment pas la bonne chose à faire, pas seulement pour des raisons humaines, mais pour des raisons de ne pas avoir de risque plus tard. La castration, ça peut être c'est souvent une castration chimique. Hein. On donne des anti-androgènes. Hein. C'est un peu fou, alors la personne se décharne, le cœur devient très faible. Et lorsqu'on donne à cela un traitement de cancer, on va fluctuer le taux de testostérone, on va donner un taux qui va être très haut au début, c'est ce qu'on a avec les injections, et puis si on attend suffisamment longtemps les injections, le taux va chuter très très bas. Et cette fluctuation est considérée comme augmenter la liaison de la testostérone au début à son récepteur aux androgènes, et semble que ça permet quelque part d'avoir, par le surdosage, l'excès de, en fait, briser la molécule de DNA, double-strand DNA breaks, de la cellule cancéreuse de la prostate. Et donc, ce sont des personnes dont le cancer est très agressif, va disséminer partout, et il faut trouver un moyen pour que ces cellules du cancer cancéreuse de la prostate puissent finalement ne plus proliférer. Et la meilleure façon, c'est de briser. Donc, c'est un traitement qui est très bon pour les bonnes cellules, mais pour les cellules cancéreuses, semble être insupportable d'avoir une grosse fluctuation du taux de testostérone de très haut à très bas. Et alors on voit par exemple donc le processus normal lorsqu'on fait une castration chez ces gens qui ont un cancer résistant à ça. Donc ça va au contraire stimuler la prolifération de cellules cancéreuses de la prostate et qui deviennent résistantes à l'apoptose. Mais lorsqu'on fait un mélange de testostérone bas après un testostérone élevé, donc d'abord testostérone élevé puis testostérone très bas, on semble avoir des résultats bien meilleurs, et il y a beaucoup moins de cellules cancéreuses qui résistent à l'apoptose. Donc c'est peut-être un traitement d'avenir de faire avec ceci. Donc j'ai un patient, d'ailleurs du professeur Tombal, enfin j'ai un ami qui est patient chez le professeur Tombal, à qui je vais quand même proposer ça, parce qu'il reçoit pour l'instant une castration chimique qui semble quand même avoir des résultats, mais pas à long terme, je crois. Par contre, si on donnait comme ça une injection de testostérone, ça lui ferait énormément de bien. Il est de toute façon presque terminal, et il pourra, en général, dans les études, on vit un peu plus longtemps. Donc, alors, à quelle dose la testostérone peut-elle inhiber la prolifération
d'un cancer de la prostate? Eh bien, cette étude-ci y répond. En fait, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est la prolifération normale sans traitement in vitro. In vitro. Lorsqu'on donne une concentration qui est de testostérone qui est en fait au-delà de 2500, mais c'est surtout à partir de 4000 picogrammes par millilitre, au plus haut est la dose de testostérone, plus on inhibe la progression du cancer de la prostate in vitro, donc dans les cellules cancéreuses en laboratoire. Et donc ça, c'est l'idéal. Mais déjà à partir de taux de 2500. Mais on verra aussi quelque chose d'autre dans cette étude que je vous expliquerai, et c'est très important, c'est ci. Si vous donnez trop peu de testostérone, vous pouvez, dans ces cellules in vitro, stimuler la progression de cancer. Donc il faut vraiment être dans un taux égal ou plus élevé qu'à 4000 picogrammes par millilitre. Donc vous avez toute une série d'études, ce sont une partie des études qui disent que lorsqu'on traite des cancéreux de la prostate, c'est OK, pas de problème, on n'a pas plus de récidives. Donc ça c'est quand même. Alors quels sont les risques de donner de la testostérone chez les hommes qui subissent une castration chimique en donnant des œstrogènes? Alors là, c'est pas bien. En fait, on augmente alors la prolifération du cancer métastatique de la prostate. Et donc, ils reçoivent ici comme anti-androgènes des œstrogènes. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est les taux très élevés d'œstrogènes et très élevés de testostérone. Donc ça, c'est la restriction. Donc, à quelle dose la testostérone peut augmenter le cancer de la prostate? À de petites doses. Donc, mieux vaut donner des hautes doses ou des doses normales que des petites doses. Et ça, vous voyez ici. Donc, des taux plus bas que 250 picogrammes par ml. Maintenant, je vous rappelle que le taux chez un homme jeune, en moyenne, est 6500 à 7000 picogrammes par millilitre. Donc, on se trouve à un taux qui est 20 à 30 fois plus bas. Ici, pour ce genre de cellules cancéreuses de la prostate, pour d'autres cellules cancéreuses, entre 1000 et 2000, ce n'est pas bon. Et la limite inférieure des hommes, disons, âgés de 70 ans ou plus, est vers les 1000 ou même les 800. Donc, il faut vraiment être au-dessus de ces taux, parce que ça promouvoit le cancer de la prostate in vitro. Donc, ça, c'est la restriction, c'est que c'est des études in vitro. Donc, la conclusion de ces études, et ça sera affiché sur le site internet web, c'est qu'on avait une ancienne vue qu'on pensait que la testostérone est causée ou favorise le cancer de la prostate. C'était basé sur une seule étude, sur un seul cas. Et c'était justement quelqu'un qui avait été castré chimiquement, et je ne crois pas des œstrogènes, et alors on l'a donné de la testostérone. Mais un seul cas. On n'a pas plus, hein? Un seul cas. Mais comme l'auteur qui avait raconté cette étude anecdotique était très célèbre dans son temps, il a d'ailleurs eu le prix Nobel, ça a eu une influence terrible. Donc ça veut dire que beaucoup d'hommes sont morts prématurément parce qu'ils n'ont pas reçu la testostérone après avoir fait un cancer de la prostate, à cause de cet homme prix Nobel. Et ce n'est pas sa faute, il a cru bien faire, mais ce serait notre faute, avec les études qu'on a, si on ne faisait pas autrement. On doit faire autrement. Quelqu'un qui a un cancer de la prostate doit généralement recevoir de la testostérone. Donc ça aussi, ça c'est d'autres études, Golin et Kaplan. La thérapie à testostérone chez les hommes qui ont une déficience de testostérone ne va pas augmenter le risque de faire un cancer de la prostate ou d'avoir un cancer agressif de la prostate. Et malgré que les études sont limitées, les hommes qui ont reçu la testostérone pour une maladie qui reste localisée, un cancer de la prostate localisé, ça n'a pas augmenté les récidives de cancer ou
empirer la progression. Donc, on n'a pas de raison de ne pas donner de la testostérone, même chez les hommes qui ont un cancer actif qu'on ne traite pas. Et à la position des urologistes comme Tombal, Schumann, ici en Belgique, je crois qu'il y en a encore un autre assez connu, eh bien, c'est qu'on ne pourrait pas refuser un traitement de testostérone chez quelqu'un qui a un cancer actif de la prostate en cours. Il n'y a pas de raison. Si on donne la testostérone, évidemment, à des doses physiologiques, il propose quand même de faire un traitement transdermal pas trop dosé au début, mais vous avez vu qu'il faut au moins 4000. Et alors, il faut donc quand même être prudent et faire un truc. Mais l'imprudence, c'est peut-être de ne pas traiter. Peut-être bien. Donc, il y a beaucoup d'évidence que la testostérone va diminuer la morbidité cardiovasculaire et la mortalité générale. On a peut-être, je ne sais pas si on a un deuxième microphone, mais sinon je vais répéter la question. On a peut-être pour l'occasion de faire quelques questions avant de passer à la prochaine présentation. Oui? Bonjour Thierry. Bonjour. Quels sont les seuils critiques d'œstrogène à éviter chez l'homme? Alors, l'œstradiol, les valeurs de référence de l'estradiol se trouvent en moyenne chez l'homme entre 10 et 35 ou 10 et 45 picogrammes par ml dans la plupart des labos. Une valeur de 30 ou plus commence à être trop. Et alors, ça provoque dans la prostate une prolifération de tissus fibreux. Et donc, agrandit la prostate. Et alors, toutes sortes de saletés peuvent s'encrasser là-dedans, dans cette hypothèse. Donc, il faut essayer d'être à une valeur aux alentours de 24 picogrammes par ml, parce que cette valeur, dans les études, a montré que la mortalité chez l'homme est la plus basse. Et alors, des taux plus élevés ou plus bas sont néfastes. Donc, il ne faut pas arriver à une testostérone de 13 ou de 15. Il faut vraiment arriver entre 20 et 29 ou 18 et 29, mais certainement pas plus bas. Parce que ça, c'est pas bon aussi. L'estradiol est nécessaire pour combattre l'ostéoporose. Donc, la testostérone se transforme en estradiol dans les os et permet d'avoir des os plus solides. Et c'est même au niveau cerveau aussi, on en a besoin. Oui. Est-ce que pour renforcer ton idée, tu pourrais aussi proposer de modérer la 5-alpha-réductase et l'aromatase, en donnant par exemple, pourquoi pas des produits naturels genre ortie blanche pour la 5-alpha-réductase, l'huile de courge pour l'inflammation de l'estrogène, ce qui renforcerait ton action de testostérone. Ici, la proposition est de dire, est-ce qu'il ne faut pas diminuer la dihydrotestérone parce qu'elle peut promouvoir le cancer de la prostate? Il n'y a presque aucune étude qui démontre que la dihydro promouvoit le cancer de la prostate. Au contraire, un taux bas, il y a plus de cancer de la prostate. Parce que la dihydrotestostérone, donc la 5-alpha-réductase est une enzyme. Donc la proposition est de diminuer le taux de 5-alpha-réductase qui convertit la testostérone en dihydrotestérone. Mais la dihydrotestérone, c'est l'hormone qui nous donne la pilosité et qui peut nous donner aussi une prostate et nous permet d'avoir un pénis, etc. aux hommes et tout ça. Donc, est-ce qu'on ne diminuerait pas ce taux d'hydro parce que ça doit être causal? Non. La dihydro est protectrice. Quand on donne la dihydro en crème, ça existait avant sous forme d'Andractine, maintenant ce n'est plus sur le marché, mais la dihydrotestérone, dans 2 études, diminuait le volume de la prostate d'environ 15 à 20%. Une étude 20%, 15%. Et donc je pense qu'il ne faut surtout pas diminuer trop la dihydro. Ce qui se passe dans les études chez l'animal, lorsqu'on donne la dihydro, les cellules cancéreuses de la prostate redeviennent plus différenciées. Et donc, je pense que c'est une erreur de donner la finastéride ou la dutastéride, qui sont des produits qui diminuent cette conversion assez fortement. Dans ce cas-ci. Maintenant, en fait, pour ne pas avoir une perte de cheveux, là, c'est utile de donner une finastéride pour ne pas avoir trop d'hydro par rapport à la testo. Mais je pense qu'on ne peut pas. Et alors, dans les études, on a surtout montré, parce que c'est un animal, et c'est des études très anciennes, que c'est les œstrogènes qui dédifférencient, sont mutagènes pour les cellules épithéliales de la prostate. Donc, il faut faire fort attention. Et alors, en plus, il faut aussi penser, quand vous donnez un réducteur de 5-alpha-réductase, que la dihydro est une hormone de l'érection. Et sans dihydro, il n'a plus beaucoup d'érection. Donc, on rend un homme un peu malheureux quand on lui donne
trop de ces produits 5-alpha-réductase. Maintenant, il est vrai qu'ils utilisent encore ces trucs parce qu'au début, ce qu'on a avec la finastéride, c'est qu'on va avoir une atrophie des cellules épithéliales grâce à la finastéride et autres, qu'on donne par exemple à haute dose chez un cancéreux de la prostate. Et alors, on va avoir une diminution de volume et on se dit c'est fantastique, il urine mieux et tout ça c'est bien. Mais après, la testostérone, ne sachant pas devenir la dihydro, devient de l'œstradiol. L'œstradiol va augmenter la prolifération de tissus fibrés et on va une plus grosse prostate avec cette finastéride. Et une plus grosse prostate veut dire que toutes sortes de crasses peuvent s'encrasser et qu'on est un peu foutu, quoi. Donc, je pense qu'il faut être prudent avec ces produits. Je pense que c'est justifié esthétiquement si on veut garder ses cheveux. Moi, je prends de la finastéride, mais je prends aussi la testostérone. Et mon taux est très bien entre les deux. Mais avant, quand je perdais mes cheveux, j'avais une sorte de petite couronne et les cheveux devant, j'avais un taux de testostérone très bas et un taux moyen, parce qu'à ce moment, on mesurait la dihydro seulement, on n'avait pas son métabolite, qui était moyen. Donc, il faut juste avoir un taux de testostérone proportionnellement plus élevé à la dihydro. Voilà. Donc, quand on donne la finastéride, oui, et donc moi, je prends un bloqueur pour diminuer la conversion de la testostérone en œstradiol. Mais donc, on doit vraiment vérifier. Quand on donne la testostérone, il faut bien vérifier le taux d'œstrogène. Il ne peut pas être trop élevé ni trop bas. Et trop élevé, s'il y a trop d'œstradiol, ça bloque la testostérone. Donc, ça bloque l'action sur la sexualité de la testostérone. Ça la bloque aussi au niveau du cœur, ce qui veut dire que la testostérone est essentielle pour le cœur, absolument essentielle. C'est un muscle, le cœur. Et donc, si on n'a pas assez de testo, et donc plus haut sont les taux d'œstrogène chez un homme, plus il risque de faire un infarctus ou une maladie cardiovasculaire. Donc, mais ça vaut la peine de corriger ça parce que vous verrez ces hommes vraiment être satisfaits du traitement. Et c'est un traitement qui fait un homme, quoi. Il se sent plus masculin et il se sent donc beaucoup mieux aussi. Ça va? Encore des questions? Non? Oui? Donc, ce que tu demandes, c'est le traitement pour la perte de cheveux. À testostérone, il faut donner plus la finastéride. Donc, moi, ce que je donne, c'est 2,5 mg de finastéride, pas 1 mg. Et alors, je donne la testostérone transdermale en général. Et la dose que je donne est en général au moins un demi-gramme d'une testostérone à 10%. Maintenant, c'est interdit, la testostérone à 10% en Belgique, mais on attend le prononcé du procès que j'ai fait, et je ne vais peut-être plus faire de procès, ça me coûte beaucoup trop cher, ça coûte 50 000 €. Moi, je ne peux plus payer pour tout le monde comme ça. Mais donc, on va avoir un prononcé ils ont réinterdit la testostérone plus haut que 2,5%, en espérant qu'ils nous permettent de nouveau d'avoir la testostérone à 10%. Et donc, d'un 10%, il faut au moins donner un demi-gramme, 50 mg, plus finastéride 2,5 mg. Si jamais l'homme a une diminution de son érection, si ça arrive, il faut encore donner un demi-gramme de plus. Donc, ça veut dire 100 mg transdermal ou 50 mg sont les doses en général chez un jeune homme, par exemple. Les hommes qui perdent des cheveux ont généralement une carence en testostérone. Pas en dihydrotestérone, mais bien en testostérone. Pour ? Est-ce qu'on peut mettre le gel? Donc moi j'ai une solution où on peut mettre en effet, on met un gel en plus comme traitement, et j'ai des photos aussi d'un patient qui a mis la testostérone locale. D'ailleurs dans mon livre, j'ai un livre qui s'appelle Inverser le vieillissement du visage et des cheveux et des sens. Et bien là vous avez tous les traitements et vous avez des photos d'un homme, un pharmacien en fait qui aux États-Unis vend la formule que j'ai faite. Je ne reçois pas d'intérêt, hein, mais bon, il vend la formule, et alors il a tout à fait récupéré, mais totalement, une très grosse calvitie. Mais ça a pris quand même 2 à 6 ans, avec 2 ans c'était assez net, mais ça a encore continué à améliorer pendant les 6 ans qu'il a pris, quoi. OK? Donc c'est un testostérone, mais on donne des anti-androgènes là-dedans. Donc vous avez la formule dans le livre. Je ne la connais pas comme ça par cœur.